Bonjour, on est le 17 septembre et il est 7h42 et je vais faire une petite vidéo dans la série que j'appelle Paul Jorion pense tout haut, que j'ai inauguré en mars 2014 et que j'ai intitulé de cette manière-là parce que c'est vraiment ça. Il y a des moments où j'ai envie simplement d'essayer de comprendre ce que je pense moi-même, et le moyen de le faire, c'est de faire une vidéo puis de la regarder. Euh, ça renvoie aux propos de von Kleist qui expliquait, on en a parlé euh, sur le blog, qui expliquait que quand il ne comprend pas quelque chose, il l'explique à sa sœur qui tricote et qui n'a aucun intérêt pour ça, et que ça lui permet de comprendre ce qu'il veut dire lui-même, de s'écouter réfléchir à tout. Qu'est-ce qui me conduit à ça ce matin? C'est le discours de monsieur Valls hier, qui a obtenu sa majorité. Il a obtenu la confiance à l'Assemblée nationale à Paris. Je vais commencer par un endroit un peu inattendu. J'ai terminé il y a quelques jours la lecture d'un livre d'Elisabeth Rodinesco qui s'appelle Lacan envers et contre tout. Ça fait partie de mes efforts d'essayer de lire autre chose de temps à autre que continuer à lire du Keynes, parce que je suis, vous le savez, depuis un an et demi peut-être plongé dans la lecture de Keynes, et il y a toujours un texte en plus que j'ai envie de lire. Et ce qui apparaissait dans ce livre d'Elisabeth Rodinesco, c'était que Lacan n'a pas toujours dit ce qu'il pensait. Il a souvent fait en quelque sorte une machine arrière avant de dire quelque chose, parce qu'il a pensé qu'il n'était peut-être pas bon de dire la chose qu'il allait dire, qu'il avait trouvée, qu'il avait découverte. Non pas parce qu'il pensait courir un risque quelconque en la révélant, mais parce qu'il a pensé qu'il n'était peut-être pas bon pour l'humanité qu'un certain type de vérité qu'il avait pu découvrir soit connu. Il y a c'est dans Anthropologie structurale numéro 1 de Claude Lévi-Strauss, il y a une réflexion à propos de cette notion de ne pas désespérer bien en cours. Cette notion de ne pas désespérer bien en cours, où il y avait les usines automobiles, c'était qu'on ne peut peut-être pas dire à la classe ouvrière exactement comment les choses se passent parce qu'elle perdrait courage. Et c'est ça, dans le cas de Lacan, c'est pour que l'espèce humaine ne perde pas courage. Et là, il n'est pas... Pourquoi prendre une décision de ce type-là? Pourquoi ne pas dire les choses comme elles sont? Parce qu'après tout, son maître, Lacan parlait de retour à Freud. En 1927, Freud a publié L'avenir d'une illusion. Et en 1930, il a publié Das Unbehagen in der Kultur, Le malaise dans la civilisation. Et ce sont deux textes qui se caractérisent par le fait précisément de ne pas y aller par quatre chemins. Don't beat around the bush, c'est de l'anglais qui me vient maintenant, parce que je dirais l'expression est plus imagée encore en anglais. De dire qu'a fait Freud dans ces deux textes, il a dit voilà, la condition humaine est comme ceci, et il y a un certain nombre de choses là-dedans qui ne seront pas solubles, qui ne sont pas solubles par la réflexion rationnelle. Il n'y a pas de solution à trouver. Il y a un donné qui est ce donné naturel, qui est que nous sommes une espèce animale dans un phénomène qu'on appelle la vie, et il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées. Moi, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà repris certaines de ces idées de Freud, je les ai peut-être encore poussées un petit peu dans la direction qui est un peu plus désespérante encore, puisque j'accorde moi au rôle de l'inconscient une place plus importante qu'on ne la trouve chez Freud. Et donc nous sommes une espèce naturelle, l'espèce humaine.
nous sommes limités par le fait que l'espèce a une tendance à se survivre, mais l'individu pas. Il a une durée bornée, et du coup, il doit passer une grande partie de sa vie à essayer de reproduire l'espèce, ce qui le distrait de faire des choses, je dirais, dans une perspective plus orientée selon des buts rationnels. C'est une source de distraction. Et alors, nous essayons de nous habituer à cette idée de mortalité individuelle souvent par justement par la distraction sexuelle ou par des substituts à la distraction sexuelle sous forme voilà, de choses qui tournent autour ou de distractions pures et simples comme le match de football, la drogue, la religion. Et donc Freud, voilà, il a dit ce qu'il en pensait. Il a même parlé du socialisme en disant finalement le socialisme c'est une idée sympathique, mais ça ne résoudra pas les problèmes de fond qui sont les problèmes d'un donné biologique, d'un donné physique. Ouais, nous naissons dans le temps et puis nous sommes pris dans ce que Hegel appelle le devenir. C'est-à-dire que des choses vont se passer parce qu'il y a des tas d'éléments en interaction et des choses vont se passer. Alors pourquoi ce long préambule sur des questions d'ordre métaphysique? C'est pas métaphysique, enfin au contraire c'est tout à fait physique, mais métaphysique au sens où les êtres humains considèrent qu'il n'est pas essentiel pour eux faire avancer le schmilblick de réfléchir à ce genre de choses. Pourquoi j'en parle? Eh bien parce que j'ai écouté le discours de monsieur Valls, et lui aussi ne peut pas dire exactement, il ne veut pas désespérer bien court, mais il y a une manière, et c'est de ça que je voulais parler, c'est ça qui m'a réveillé ce matin, c'est une réflexion sur les cycles en économie, les cycles ou des choses inéluctables. Parce qu'il y a en économie, il y a deux manières optimistes de voir les choses, c'est-à-dire les mettre dans une perspective où elles peuvent se résoudre d'une manière ou d'une autre. Et l'une, c'est de voir dans l'économie des cycles, et ce qui fait que, à la limite, si on ne comprend pas trop ce qui se passe, il suffit d'attendre. Et c'est une opinion qu'on a vue à l'époque où M. Macron était conseiller de M. Hollande, on l'a vu émettre ce type d'opinion. On a vu M. Hollande émettre aussi. À la limite, il suffirait d'attendre, les choses vont s'arranger. Parce que l'économie est soumise et subit des cycles, et à la limite, on peut se contenter d'attendre que ça passe quand ça va mal. Qu'après les vaches maigres viennent les vaches grasses. Et il y a une autre vue optimiste sur le système économique dans lequel nous sommes, le capitalisme, c'est qu'il va s'effondrer de manière inéluctable. Et vous le savez, chez Marx a repris là une vieille idée parce qu'elle date pratiquement d'un... Attendez, je vais faire un calcul. Non, même pas. Qui date de 70 ans, au moment où il l'aimait. Ça date d'à peu près 70 ans avant. Marx reprend une idée chez Adam Smith qui est celle d'une baisse tendancielle du taux de profit qui fait que le capitalisme va disparaître d'un jour ou l'autre de sa mort naturelle par un processus qui est lui aussi naturel à son essence, l'essence du capitalisme. Et je dirais ces deux visions sont des visions, je dirais, peut-être à la Lacan, où on ne dit pas toute la vérité au peuple, de peur de le désespérer. Parce qu'il y a une vision alternative, et c'est celle que j'ai développée, je dirais, assez longuement dans mon livre qui s'appelle « Le capitalisme à l'agonie », c'est qu'il n'y a pas de cycle en économie, qu'il y a eu des crises, et qu'il y en a toujours, et qu'on s'en est toujours sorti jusqu'ici, mais que ça ne prouve ni dans un sens ni dans l'autre qu'on arrivera toujours à s'en sortir. Et il y a l'autre vision aussi, avec une certaine inéluctabilité, que le capitalisme disparaîtra de lui-même parce qu'il y a en lui-même un mécanisme qui le conduit à sa perte. Alors, dans ce livre et dans les autres réflexions que je fais, j'ai montré que c'est un système extrêmement fragile, le capitalisme, qui ne va pas nécessairement à sa perte, qui ne sera pas sauvé par
par le fait qu'il existe des cycles, que si on est dans la phase basse du cycle, eh bien on va repasser dans la phase haute, que ce n'est pas le cas, parce que si on regarde les crises que le capitalisme a subies, ce n'est qu'en mobilisant l'ensemble de notre réflexion et les moyens dont on disposait qu'on l'a sauvé. C'est pas un cycle qui va de lui-même, ce sont des êtres humains qui décident de mettre fin à une période d'effondrement du système. Et alors là, à mon sens, il y a eu des périodes où il était relativement simple pour le capitalisme de survivre. Par exemple, dans le grand tournant de la spéculation à la fin du XIXe siècle, quand on l'autorise enfin, diront certains, et où on peut le faire, et à mon sens, on peut le faire simplement parce qu'on est en train d'ouvrir simultanément une grande réserve de richesses à créer, ou plutôt à piller, c'est-à-dire on lance l'entreprise coloniale. C'est-à-dire qu'on va relancer la machine en allant creuser la terre essentiellement, en mettant des gens de situation d'esclavage ou de semi-esclavage à travailler par rond. Et je pense par exemple à l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi des Belges Léopold II, qui n'est pas une situation d'esclavage à proprement parler, mais qui, sur le terrain, s'en distingue très, très difficilement. Et donc on a un système capitaliste qu'on peut relancer en allant puiser sur d'autres ressources à certains moments, ou en mettant, je dirais, la compréhension qu'on a au service d'une solution. Si vous regardez ce que John Maynard Keynes appelle un cycle. D'abord, il y en a deux chez lui. Il y en a dans son Treatise on Money, il y a un cycle de la trade, un cycle commercial, un cycle de business cycle qui est essentiellement un cycle commercial. Et puis il y en a un autre qui est lié au taux d'intérêt, qui défend dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, et qui là est un cycle du taux d'intérêt. Il y a Hyman Minsky, un successeur, élève de Keynes, retransformera ça de manière plus classique dans un cycle de crédit essentiellement. Mais la différence entre Minsky et Keynes, et je le relisais, c'est que Minsky se déclare socialiste et veut le remplacement du système capitaliste par un système socialiste. C'est délibéré chez lui. C'est sous-entendu chez Keynes, et il y a tout un, j'essaie de le dégager dans la réflexion que je fais, il y a tout un arrière-plan socialiste chez Keynes, dont il ne parle pas toujours, il en parle parfois, et il emploie le mot aussi, mais comme il est dans une querelle permanente avec le Parti travailliste britannique, qui lui paraît sclérosé dans son approche, sclérosé et dogmatique, il préfère le plus souvent ne pas utiliser le mot socialisme, encore qu'il le fait quand il s'emporte. Mais donc, pour en revenir à mes propos, dans une vision, je dirais, qui n'est pas une vision où on essaye de ne pas désespérer bien en cours ou l'espèce dans son ensemble, il faut bien se rendre compte que le système capitaliste est un système qui va à sa fin, non pas parce qu'il y a une loi tendancielle à l'intérieur de lui qui le fera disparaître, mais qui va à sa fin parce que sa fragilité sur de nombreux plans ne pourra qu'empirer avec le temps. La fragilité empire par la grande concentration de la richesse qu'on voit en ce moment, pas seulement au niveau des individus, mais au niveau des entreprises elles-mêmes, du contrôle qu'elles ont pris sur la situation économique. Les grandes entreprises transnationales, comme leur nom leur indique, sont arrivées à émerger en dehors d'une logique nationale et donc elles échappent en grande partie aux lois qu'on peut leur imposer. Et puis il y a ce que j'ai appelé dans ce livre, non, c'est pas dans ce livre-là, c'est pas dans le capitalisme à l'agonie, mais c'est dans Misère de la pensée économique que j'ai introduit cette idée du soliton. C'est-à-dire qu'il y a sur le plan naturel et environnemental d'autres raisons
qui sont extrêmement difficiles de résoudre la question économique. Et d'autre part, il y a en arrière-plan la mécanisation excessive, on pourrait dire, en tout cas dominante, liée à un phénomène de complexité, parce que la mécanisation, maintenant, elle est faite à l'aide de l'ordinateur, du robot, du logiciel, qui permet, et ça c'est une réflexion très intéressante que j'ai vue l'autre jour, je ne sais plus à qui l'attribuer, mais c'est le fait que l'apparition du logiciel conduit aussi à une, comment appeler ça, une désintellectualisation du travail. Avec un bon logiciel, il est de moins en moins nécessaire de comprendre ce qu'on fait. Il y a peut-être une meilleure encore expression pour cela, mais en tout cas, il y a une dégradation de la connaissance humaine nécessaire. On transmet au robot non seulement le travail, mais on lui transmet aussi les décisions qui doivent être prises, et l'utilisateur du logiciel qui n'a pas accès à la complexité que le programmeur, lui, a dû maîtriser, sinon il n'aurait pas pu écrire le programme, il n'a pas accès à cette complexité. Et du coup, on laisse au logiciel, on laisse à la machine la décision. Alors voilà, comme j'ai dit, on est dans la série Paul Jorion pense tout haut, c'est-à-dire je n'aboutis pas nécessairement à une conclusion. C'est un processus un petit peu de découverte pour moi aussi de faire une vidéo comme celle-là et comme je le disais, de me regarder par la suite et d'essayer de comprendre ce que j'ai essayé de vouloir dire, ce qui est tout à fait cohérent avec ma représentation de la manière dont nous fonctionnons en termes de rapport entre l'inconscient qui est assis sur le siège du conducteur et la conscience qui est, elle, sur le siège d'à côté, je ne sais plus comment on l'appelle en français. En tout cas, le siège où on n'a pas accès ni aux pédales, ni au volant, où on peut juste regarder faire le conducteur et lui donner quelques conseils en disant attention, il va se passer ceci, où est-ce que tu as vu cela? Voilà. Eh bien, à la prochaine fois où j'aurai envie de réfléchir sur ce mode-là. À bientôt.